Pour un philosophe, la réalité est d'abord un phénomène de perception. Je vous donne un exemple. En tout cas, je vais parler de moi comme philosophe. Toute réalité, c'est-à-dire le patrimoine matériel, parce qu'il y a 3 sortes de patrimoine fondamentalement dans la tête d'un philosophe. Est-ce que c'est vraiment ça? Aucune idée. Tu as le patrimoine matériel, tu as le patrimoine immatériel, puis tu as le patrimoine absmatériel. Ce sont 3 perceptions de la réalité dans des degrés de profondeur différentes. Qu'est-ce qui fait que cette différence-là, à un moment donné, devient une probabilité forte au niveau de l'hypothèse? Chez moi, c'est en particulier les recherches de Young et de Pauli. Pauli, c'est un physicien de la physique quantique. Et il définissait la synchronicité. La synchronicité, fondamentalement, c'est un phénomène, pour Pauli, qui nous vient de ce que moi j'appelle la 3e forme de patrimoine, que le patrimoine absmatériel. Alors, j'ai ici une définition que je vais lire à côté sur qu'est-ce que la synchronicité. Selon Young et le physicien Pauli, qui ont conçu le principe de synchronicité, il existerait dans l'univers un ordre acausal. Acausal, c'est-à-dire sans qu'on puisse dire qu'il y a une cause et un effet. Un ordre acausal sous-jacent, créant des relations entre les êtres, les choses et les événements, par le sens et la ressemblance, au lieu de cause à effet. Alors, dans notre monde où tu as un patrimoine matériel, les gens vivent avec une historicité, avec des causes et des effets. Bon, je suis un être humain, je nais à quelque part, je grandis là, j'ai des amours, je me marie, je me sépare et je meurs. Et la plupart des êtres humains ont une mémoire très patrimoine matériel de leur vie. Alors, quand ils te rencontrent, quand ils te voient, ils sont encore dans l'épopée de leur histoire, mais ce n'est pas nécessairement une épopée. Ils sont encore dans l'histoire avec ses difficultés, ses problèmes, ses défis, ses conflits, ses frustrations, ses pulsations. Et j'en suis venu à penser au fur et à mesure que quand j'étais vagabond, que tu rencontres des êtres humains, c'est que tous les êtres humains possèdent la capacité d'être dans les 3 mondes, hein? Dans le monde du patrimoine matériel. Matériel, ça dit tu as un père, tu as une mère, un grand-père, une grand-mère, des enfants, des petits-enfants, des mononcles, des matantes, la famille, hein? Toute la dynamique familiale. Tous les êtres humains ont ça. Mais ils ont aussi cette capacité de, parfois, des événements de synchronicité, ces événements où le patrimoine immatériel surgit. Je ne sais pas, tu t'aperçois finalement que tu as pris des photos il y a plusieurs années, et cette photo-là, tu la montres à quelqu'un de ta famille et ça lui rappelle des événements reliés à la photo qui n'est pas le même. Il y a un patrimoine immatériel, mais il y a un patrimoine absmatériel qui, lui, fondamentalement, vient du rêve et non pas du monde des désirs. Et ce patrimoine-là, il est très curieux. Autant, par exemple, dans le patrimoine matériel, tu vas avoir des événements de synchronicité rares dans la vie, mais que tu retiens. Par exemple, Jung, un jour, avait une patiente qui lui parlait qu'il était en analyse, en psychanalyse. Et finalement, elle lui parle d'un scarabée d'or dont elle rêve tout le temps. Et Jung regarde dans la fenêtre et en même temps qu'elle lui parle du scarabée d'or, le scarabée est dans la fenêtre. Jung n'avait jamais vu de sa vie un scarabée d'or, puis il n'en a jamais revu. Et le scarabée est parti. Mais quand on arrive à un monde plus proche de la physique quantique, c'est comme si le rêve se mettait à créer des séquences
de synchronicité, mais que moi j'appelle de synchronivité, parce que la vie d'un être humain est reliée fondamentalement à son rêve. Alors, qu'est-ce qui m'a fait, à un moment donné, amener à ce vidéo d'aujourd'hui? C'est que je suis avec ma conjointe, Claire Bergeron, qui est écrivaine, et on est à Colombo, où elle va coucher dans un presbytère qui l'a inspiré pour un de ses romans. Puis à un moment donné, le matin, le propriétaire, Claude, dépose sur la table, à notre demande, beaucoup de livres parlant de l'Abitibi. Claire en prend un sur Macamic, qui est ici. Elle l'ouvre par hasard à la page 83 et elle tombe automatiquement sur Eugénie Camiran, sur sa grand-mère. Son arrière-grand-mère, excuse. Et qu'est-ce qui est écrit? Et qui est née Eugénie Camiran, outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Albert, Raoul, Henri, Hubal, Philippe. Alors, comment est-ce possible que dans une pile de livres, tu en prends un, tu l'ouvres et tu tombes exactement sur ton arrière-grand-mère? Dans ma logique philosophique à moi, tu as 100% des chances. Pourquoi? Parce que c'est ton rêve qui, à un moment donné, crée des carrefours d'abs-événements, c'est-à-dire d'événements qui sont acausales, dans le sens de Pauli, qui sont patrimoniales, et au sens où le réel lui-même vient danser ta perception d'un patrimoine matériel. Par exemple, Claude, son presbytère, il l'a pris, il l'a tout rénové pour en faire un gîte touristique. Et chaque petit bibelot, il les a ramassés. Et toi, quand tu arrives dans ça comme client, il te fait visiter son patrimoine matériel. Mais Claude est aussi habité par un patrimoine immatériel. C'est-à-dire que dans le presbytère, il y a aussi un couloir qui servait au curé pour aller à la chambre de la bonne. Et ce couloir-là est porteuse d'énergie, est porteuse de certaines histoires qui auraient pu arriver. Donc, c'est un patrimoine immatériel. Mais quand Claire arrive là, puis elle touche, elle ouvre son livre et elle tombe sur sa grand-mère, vraiment son arrière-grand-mère, là, on tombe dans le patrimoine matériel, parce que Claire est à la recherche d'une idée, d'un thème pour son prochain livre, pour son prochain roman, pour son 15e roman. Et là, comme philosophe, ça me rappelle quand j'étais sur la route et que j'avais des ampoules et que je ne pouvais plus avancer. Puis à un moment donné, il y a une voix qui me disait, mon rêve me disait, je te fais arrêter là parce que si tu continues de marcher, ça va aller trop vite. Puis il y a quelqu'un qui a besoin de te rencontrer. Puis cette personne-là va te rater. Et effectivement, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, le patrimoine matériel, c'est ton rêve qui se met en action pour t'indiquer soit de ne pas bouger, soit de bouger, soit d'être attentif parce qu'il va se produire un événement. Un événement acausal, qui n'a aucun rapport. Et ça donne que pendant que Claire ouvre sa page, il y a un voisin qui a acheté une église juste en face de chez Claude. Et une vieille église, et il y a devant cette église-là traînent des vieilles automobiles, et ça va pas très bien entre le voisin et le presbytère de Claude. Et tout à coup, simplement ce livre-là fait en sorte que ça nous dit, surveille bien comment la perception de la réalité, tu ne la verras pas à partir d'un point de vue matériel, de patrimoine matériel, ni de patrimoine immatériel, mais matériel. Ce voisin-là, c'est peut-être le nœud de ton prochain roman, puis tu ne le sais pas. Et effectivement, le fameux voisin en question, qui est très perturbant, devient universellement, pour Claire, tout voisin à travers le monde a un voisin, et tout voisin a un potentiel d'une querelle avec un voisin. Donc, le patrimoine matériel indique, à un moment donné, de l'universalité sous la condition humaine. Et là, comme philosophe, je suis là, puis j'assiste à... Quand toutes les étoiles s'alignent, hein, à un moment donné, tu as l'impression que tu n'as pas à bouger,
tout autour de toi semble t'indiquer qu'il se produit une tâche de connaissance, parce qu'une tâche de connaissance est reliée au patrimoine abs matériel. Une tâche de connaissance qui contient synthétiquement un potentiel d'une action acausale, c'est-à-dire que ce qui va en sortir, c'est quelque chose qui est créé par ton rêve. Alors, comme philosophe, après ça, quand je suis allé, par pur hasard, je suis allé voir ce fameux voisin en question pour parler avec lui, puis etc. Et Claire est venue me rejoindre, puis elle a vu son visage, elle a vu sa personnalité, elle a vu... Mais le voisin, lui, il est pris avec une église. Une église qui fondamentalement est patrimoniale, mais cette église-là, il est pris avec des enjeux vraiment actuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de l'assurer. Pour faire des rénovations, il l'a obtenu pour 6 000 $, mais pour en faire, ça va lui coûter énormément cher. Il a été comme piégé par la réalité. Il ne peut pas la redonner, il ne peut pas se retirer. Donc, il est pris dans des enjeux de patrimoine matériel. Mais cette église-là est aussi un patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'enlève le voisin, puis enlève les autos, puis même si elle n'est pas habitée, elle fait partie de ces églises du Québec qui contiennent énormément, des milliers d'histoires. Mais c'est aussi un patrimoine abs matériel, au sens où détruit là, il va rester à un moment donné un vide où il avait lieu l'édifice en question. Et il va rester à un moment donné aussi la capacité pour les gens qui sont tout autour de passer devant et de la voir comme un deuil ou de la voir comme étant une ouverture à quelque chose d'infiniment plus grand. Parce que j'ai vécu la même chose quand je suis allé sur la butte à Mathieu, qui était devenue la butte au Pierrot. J'avais mis tout un été à faire un chemin de pierre. J'étais jeune à ce moment-là. Je suis retourné il y a 2 ans. Et mon chemin de pierre avait disparu sous un bâtiment. Alors, mais mon patrimoine abs matériel s'en est quand même trouvé enrichi. Parce que le fait de la disparition d'un patrimoine matériel, puis d'un patrimoine qui était immatériel, parce que chacune des pierres qui étaient là faisait aussi partie de la rusticité de la butte, je me suis retrouvé aussi avec des lois du rêve. Fondamentalement, la différence entre la synchronivité, qui est celle de la philosophie à partir de la physique quantique, et de la synchronicité, qui est celle de 2 événements ou 2 personnes qui, à un moment donné, n'ont pas à se rencontrer, se rencontrent et ça crée une émotion acausale d'une certaine richesse, il y a une différence de profondeur dans l'émergence de la perception du quotidien. Alors, souvent, on peut dire que le philosophe, lui, il passe sa vie, en tout cas de mon côté, de ce que j'ai lu aussi, c'est que tout son cerveau est émerveillé par des couches de profondeur qui n'ont pas rapport avec la réalité dans son quotidien. Et tout son cerveau est à la recherche d'une nouvelle vision qui lui permettrait, à un moment donné, d'inventer une épopée qui inspirerait les autres êtres humains à ouvrir les portes d'une dignité et de contribuer non seulement au patrimoine immatériel, mais au patrimoine abs matériel de la réalité. Un rêve peut sauver une personne. Quel est ton rêve? Dans combien de jours? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour ton rêve et comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde? Voilà.